Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Shurgard, Self-Storage? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qui va être effectuée en date d'aujourd'hui. Donc, ici, présentement, nous avons une compagnie qui exerce dans quel segment? Donc, dans le segment ici des rates, notamment ici, il me semble que nous avons ici une compagnie ici qui exerce dans tout ce qui concerne ici l'entreposage. Donc, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Donc, ici, les mini-entrepôts, donc entreposage, libre-service ici, donc garde de meubles, etc. Donc, déjà, c'est un segment d'activité, c'est un business très difficile. Enfin, quand je dis c'est un business très difficile, c'est celui dans lequel il y a énormément de compétition également. Ok, donc la taille est un avantage ici, certainement. Mais voilà, tout le monde peut ouvrir ce genre de choses. Il suffit d'avoir un entrepôt le divisé en toute petite partie ici. Voilà, et c'est correct, c'est plié. Ok, c'est un peu plus compliqué, par exemple, si vous prenez par rapport disons, les immeubles ici de résidentiel, on va le prendre comme ça. Si vous avez une compagnie ici qui a peut-être des immeubles commerciaux, des centres commerciaux ici, un peu comme SPG, d'accord, vous allez voir que vous ne pouvez pas faire concurrence à SPG aussi facilement. Parce qu'une fois qu'elle a ouvert son centre commercial ici, voilà, et si vous voulez concurrencer l'entreprise ici, il va falloir ouvrir un autre centre commercial peut-être en face d'elle ou bien à côté d'elle ici, et le terrain coûte cher, ça demande plus d'argent ici. Ok, bref, c'est un exemple ici. Donc pour vous dire que ce segment d'activité, il faut faire très attention. Ok, il y a de belles entreprises dans ce segment d'activité là. Attention. Bref, on a un rate, d'accord? On a une rate ou un rate comme vous voulez ici. Donc ici, ça veut dire que tout ce qui concerne bénéfices nets, etc., ça ne nous intéresse pas trop. Surtout si ici, nous avons une compagnie européenne, donc je me méfie des bénéfices nets ici, des compagnies européennes, celles qui exercent dans le segment des real estate ici. Donc premièrement, ici, ce que je vais regarder, mis à part le revenu, etc., vu que le revenu sera croissant, etc., voilà, il est croissant, d'accord? Les marges, etc. Donc ce que je vais regarder ici en premier lieu, c'est généralement pour les compagnies européennes, les actifs tangibles ici. D'accord? Donc, parce que je sais que ce sont les entreprises européennes ont tendance ici à, je dirais pas revaloriser, on va le dire comme ça, mettre à jour la valeur de leurs biens immobiliers ici chaque trimestre ou bien chaque année. Les entreprises européennes, les entreprises américaines dans les rates ne le font pas du tout. Donc, il faut faire attention, il y a cette grosse différence là entre les deux. Donc, ici, je commence d'abord par regarder le tangible book value. D'accord? Je constate qu'on a un tangible book value ici à 2 milliards 850. Ce qui veut dire que si je choisis acheter cette compagnie-ci, je l'achète à un prix un tout petit peu plus élevé que la valeur de ses actifs. OK? Donc, moi, c'est le premier point que j'aimerais bien regarder ici. Mais il ne faut pas également oublier que ces actifs-là ont tendance à croître. Donc, il y a de fortes chances qu'on ait quelque chose de bien différent dans le futur. Maintenant, quand on dit actif a tendance à croître, est-ce que c'est parce que le parc immobilier augmente ou bien parce que la valeur du parc immobilier augmente? Voilà une chose à aller regarder. Maintenant, au niveau de la clientèle, on est loué à quel pourcentage? Le storage, c'est bien, mais voilà, quel est le pourcentage de surface occupée ici? D'accord? C'est ce que c'est une information qui est intéressante pour moi. Bon, les plus gros clients, il me semble que généralement c'est assez diversifié également ici, mais c'est toujours quelque chose à aller regarder. OK? Donc, je peux toujours vérifier ça ici. Disons que voilà, je prends la présentation ici au résultat de 2022. Je n'ai pas lu sur cette compagnie ici. D'accord? Donc, je le fais ici au même moment que vous. Donc, je vois ici la dette nette, loan to value, etc., cash position, blablabla. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Le pourcentage ici d'espace loué, c'est ça qui m'intéresse. OK. Same store average occupancy rate, donc 90% à peu près. C'est pas mauvais. D'accord? Ce n'est pas mauvais du tout. Donc ici je continue, donc c'est pas mauvais ici. Donc vous pourrez voir ici que ça coûte combien ici combien ça coûte en moyenne ici pour louer on dit ici square, je sais pas si c'est mètre carré ici à l'année. On dit 253 ici, là ça a augmenté également ici, donc c'est peut-être une augmentation du prix, etc. En tout cas, on voit ici que on a à peu près voilà une base diversifiée ici de clients. Donc, on a de bonnes informations ici. Hein. De toutes les façons, c'est également un secteur en croissance. D'accord? Il vous montre également ici qu'on a un potentiel d'augmentation ici. Mais bon, quand on prend ici en comparaison aux États-Unis, on est entre très, très, très loin des États-Unis. Mais là, les États-Unis également, la population également est différente. Peut-être également, la façon de vivre également est différente ici parce que c'est très commun les storage là-bas. Est-ce que c'est la même chose en Europe ou bien c'est quelque chose qui commence à se développer? Donc, il faut regarder les drivers derrière. Encore une fois, je voulais faire une vidéo de moins de 15 minutes ici, mais je me retrouve en train de parler pendant très, très longtemps. On va s'arrêter là. Donc, ce qui veut dire qu'ici, vu qu'on parle d'une rate ici, on sait qu'on aurait un impact ici par rapport à la variation des taux d'intérêt, d'accord? Mais donc, ça va nous impacter doublement. Premièrement, on pourra augmenter le loyer, d'accord?
l'inflation, mais également, la dette sera impactée positivement dans le sens où on aura tendance ici à avoir également une charge liée à la dette, les taux d'intérêt plus élevés. Donc, il faut regarder ici au niveau de l'endettement, ici, il faut regarder le pourcentage de dette à taux fixe et à taux variable. OK? Donc, ici, si je regarde ici, est-ce qu'on a une information sur la dette, liability, investment, property, total asset, equity. Donc, est-ce que je trouve l'information par rapport à la dette? Donc, ici, ils vous donne déjà la valorisation de leurs actifs. Ici, vous dites OK, le NTA ici est aux alentours ici de, voilà, de 40 euros l'action. Actuellement, on cote à combien? On cote à 46 $ l'action. OK. Donc, est-ce que c'est la même information que moi j'ai ici, le tangible book value par action ici au quarter? J'ai 32 $ l'action. Donc, est-ce qui dit la vérité? Généralement, la bonne information se trouve ici dans les rapports financiers de la compagnie. Mais attention, il faut regarder également ce qui est inclus ici. Donc, ici, on met ici EPRA net tangible asset à 3 636 000 000. D'accord? Donc, peut-être ici, on a une mauvaise information sur Koifin. Donc, il faut faire très attention ici. OK? Donc, si on prend le NTA ici, d'accord, elle vous donne déjà la valeur la valeur des actifs ici. Donc, on sera à peu près à une 40,67 € au mois de décembre 2022. Donc, ça veut dire que techniquement, cette compagnie-ci, voilà, est correctement évaluée par rapport à la valeur de ses actifs. OK? Mais également, n'oubliez pas qu'on peut également, il faut également l'évaluer du point de vue rentabilité ici. Qu'est-ce qu'elle rapporte réellement? Donc ici, vu que c'est une rate ici, on va avoir tendance à regarder les FFO ou bien les AFFO. De préférence, les AFFO. OK? Donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur les différentes vidéos ici. Donc, allez-y, regardez également sur Internet. C'est AFFO. Donc, A comme Annabelle, F comme Fernand, un autre F comme Fernand et O comme, voilà, on va dire oignon. D'accord? So, n'oubliez pas, donc FFO et AFFO. Préférence, les AFFO ici, c'est en prenant en considération les coûts de la maintenance, OK? Donc, les FFO ici, c'est un peu comme les operating cash flow. Donc, je vais passer par les FFO ici, c'est un proxy rapide, d'accord, pour avoir une idée générale ici. Donc, comme je dis, je répète encore, quand on parle de rates, on ne regarde pas les bénéfices nets. On regarde les FFO ou les AFFO, OK? Et il faut déjà aller regarder la différence entre les deux et regarder quel type de contrat on a. Parce que, dépendamment du type de contrat, le AFFO sera affecté d'une certaine façon, OK? Donc, je prends le FFO ici pour une compagnie européenne parce que je ne sais pas si j'ai l'information par rapport au AFFO. D'accord? Je ne fais pas trop confiance à cette forme parce que c'est écrit ici FCE, donc Free Cash Flow to Equity, donc il faut faire attention ici. Donc, à ce niveau-ci, on constate qu'on a à peu près des FFO ici, donc Operating Cash Flow aux alentours de, voilà, on s'attend à peu près à du 1,83 € en 2023 ici. OK, 1,83 €. On va voir ici par rapport à l'augmentation ici du nombre d'actions. Qu'est-ce qu'on a? Augmentation ici du nombre d'actions, nous avons combien? Nous avons à peu près 89 millions d'actions. Au niveau de la dette nette ici, j'espère également que c'est le cas. Donc la dette nette ici, nous avons à peu près combien? Nous avons à peu près aux alentours de 810 millions ici. Encore une fois, c'est quelque chose à aller vérifier ici au niveau des rapports financiers. D'accord? Donc ici, je pense qu'on devrait retrouver la dette nette quelque part voilà, si on a l'information par rapport à la dette ici, on peut la retrouver ici en divisant le EBITDA ici par 5, un truc comme ça. Donc, ici, si je n'ai pas l'information ici, on va juste déjà le prendre comme ça, d'accord? Juste pour vous montrer comment est-ce qu'on essaie de réfléchir par rapport à ce sujet-ci. OK? Donc, vous pouvez voir ici que la maturité de la dette, est-ce que c'est à taux fixe? Bref, ça c'est dans les rapports financiers ici. Donc, on a une dette nette ici de combien? Other asset, dette, cash flow from operation. On a à peu près ici 186. Investissement ici, other capex, acquisition, développement, redéveloppement. Donc, other capex ici. D'accord. La dette. Où est la dette? Excusez-moi, quand je cherche quelque chose, en fait, ça me dérange de ne pas le trouver. Bref, on va le faire ici comme ça. Maintenant, au niveau du cap rate, il faut qu'on s'entende. Le cap rate ici dépend à peu près de l'attractivité du bien immobilier. D'accord? Donc, c'est quelque chose à aller vérifier dans le secteur d'activité. Ici, je constate que l'entreprise s'échange généralement ici à 26 fois les FFO en moyenne. OK? Est-ce que ça veut dire, et quand on dit 26 fois les FFO techniquement, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis techniquement, je prends le FFO comme étant un proxy pour le cap rate. Faites attention. Donc, comme étant, en utilisant, normalement, j'aimerais utiliser les FFO pour le cap rate ici, mais je vais prendre les FFO. Bon, à défaut, c'est pas bien grave. Donc, ici, c'est 3,84%. Donc, ça veut dire que les actifs, enfin, cette compagnie ici,
les actifs de cette compagnie-ci paraissent intéressants, d'accord? Dans le sens où le marché demande un rendement de 4% en moyenne ou bien de moins de 4%. Donc, plus le cap rate est bas, plus, entre parenthèses, les actifs ont tendance à être attractifs. Mais attention, ça peut également vouloir dire que l'entité en elle-même ici est surévaluée. Donc, quel est le FFO que je vais étudier? Franchement, ce segment d'activité, il faut que je lise sur les concurrents. Par exemple, quand je parle d'un concurrent ici, qu'est-ce que je peux prendre en considération? U-Haul, par exemple, même s'il y a un segment camion au niveau de U-Haul ici, bon, le nom également a changé ici, ça va me revenir. Public Storage, voilà, Public Storage, qui est une entité américaine ici. Donc, on va prendre ici, quand on prend Public Storage ici, du point de vue FFO, vous voyez que pour les Américains, on vous met directement le FFO ici. Donc, vous voyez que eux, c'est un cap rate ici aux alentours de 20 fois, enfin, pas quand je dis c'est un cap rate, ça se négocie généralement à 20 fois les FFO. Et par rapport au AFFO, ça se négocie généralement à 22 fois. Donc, on n'est pas loin de 20 fois également les AFFO. Donc, ce qui représente à peu près 5%. Pourquoi ne pas faire la même chose avec cette compagnie-ci en prenant 5% de cap rate? OK? En se disant que bon, elle peut avoir à peu près la même, elle peut atteindre à peu près la même qualité que les entités américaines. OK? So, qu'est-ce que ça va donner? Donc ici, je vais directement là, je prends l'information ici, je prends à peu près, on s'attend à 1,83$ ici, c'est un business assez prévisible également ici, donc on va plutôt prendre le 2,09$ attendu ici. Quand on regarde bien les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison sur cette compagnie-ci? Il semblerait-il que oui, mais ils ne sont pas également nombreux ici, mais c'est un business assez prévisible également, ok? Donc, ici, on prend 20 fois les deux de ce qui est attendu ici en 2025, d'accord? On s'attend à peu près à 2,09$, 2,09 ici. Ça donne à peu près aux alentours de combien? 42$ l'action. 42 euros l'action. Mais n'oubliez pas également ici qu'il y a une certaine dette nette à aller enlever. Donc, vu que je n'ai pas l'information par rapport à la dette nette ici, je peux la retrouver. Mais voilà, on va déjà laisser ça à ces niveaux-ci. Si on avait de la dette, si on arrive à reconstituer la dette nette ici, je pense que vous pouvez refaire ça de vous-même ici. Ici, on constate qu'on a 800 millions de dette nette ici. Je vais juste aller vérifier ça ici par rapport à l'EBITDA, vu qu'on avait 5 fois les EBITDA ici. On a combien l'EBITDA? On est à peu près à ça. Donc, si on fait 4 fois, ok, parfait. Donc ici, je pense qu'on est à peu près, c'est la bonne information ici, 810 millions. Donc 810 millions divisé par le nombre d'actions ici, on a à peu près combien de millions d'actions? 89 millions d'actions. Donc je prends ici 810 millions divisé par 89 millions d'actions. Ça donne à peu près combien? 9,10 €. 9,10 € moins 42 ici. 41,80, je vais mettre moins 42, d'accord. Ça donne ici à peu près 33, voilà, disons 32,90, donc 33$ l'action, 33 € l'action par là. Par rapport, donc, premièrement, quand on prend les FFO, etc., prenant en considération ce qui est attendu en 2025, moins la dette nette, on trouve à peu près aux alentours de, disons, 33 € l'action. Quand on prend en considération la valeur des actifs ici, selon l'entité, donc les actifs tangibles par action, on a une quarantaine d'euros l'action ici, et l'entité cote ici aujourd'hui à 46 € l'action. Est-ce qu'on va dire que l'entreprise est surévaluée? Non, je pense que l'entreprise est correctement évaluée ici. Par rapport, idéalement, on aimerait l'acheter un peu plus bas que ça, d'accord? Tout va maintenant dépendre du potentiel de croissance au-delà de 2025. C'est ça qui est important. Et la croissance, il va dépendre de quoi? Est-ce qu'on fait des acquisitions? Est-ce que c'est de manière organique en faisant du redéveloppement ici? D'accord? Donc, il faut regarder ça. Donc, ici également, qu'est-ce qu'on peut prendre donc ici en considération? On regarde la dette, le dividende ici, elle paye un dividende ici 1,77%. Elle pourrait payer 3,97 si elle voulait. D'accord? Elle pourrait le faire. OK? Donc, ici, le dividende ici a l'air, entre parenthèses, assez safe. OK? Le dividende a l'air safe. So, maintenant, il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter, mais est-ce qu'il devrait l'augmenter ou bien le maintenir à peu près à un niveau assez raisonnable ici? Est-ce qu'ils ont une politique par rapport à ce dividende qui doit être à peu près, disons, je ne sais pas moi, 50% ici des FFO, ou bien 60% des FFO, je n'en sais rien. C'est quelque chose à aller regarder également en supplément. Mais ça pourrait être assez intéressant, surtout si on arrive à développer à peu près, même si on atteint à peu près la moitié ou bien les un quart de ce que les États-Unis ont en termes de taille au niveau de ce segment d'activité, ce secteur d'activité, si ça sera déjà assez intéressant. Mais n'oubliez pas qu'on a moins de population et la façon de vivre est peut-être différente ici. OK? Donc, faites très attention. Donc, ça peut être intéressant ici à aller creuser en supplément ici. Bon, aujourd'hui, voilà. En date d'aujourd'hui, je ne dirais pas que quelqu'un qui achète cette compagnie ici est en train de surpayer. Idéalement, on est correctement évalué ici. Même si on a trouvé des chiffres moins élevés, il faut également se laisser parfois une marge de manœuvre ici. Donc, ça peut être intéressant de regarder cette compagnie ici en profondeur en date d'aujourd'hui. Donc, celui qui l'achèterait ici à 46 € l'action, il y a de fortes chances qu'il ne perde pas déjà son argent. D'accord?
il y a de fortes chances qu'il récupère au moins ce 46 € là aujourd'hui. Ok, donc ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas le lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter, d'accord? Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si la compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Merci.